Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les plus grandes fourberies de l'histoire sur l'assassinat du duc de Guise avec monsieur Sébastien Gaboulot. Bonsoir, monsieur Sébastien. Bonsoir Noah. Alors, j'ai choisi cet épisode qui est très proche chronologiquement de l'épisode 2, à savoir la Saint-Barthélemy, parce qu'il en est un peu l'aboutissement, en fait, il s'inscrit dans une mécanique de dégénérescence du pouvoir monarchique, d'une crise qui d'ailleurs ne s'arrêtera pas, qui ne sera pas du tout résolu, spoiler, par le dit assassinat du duc de Guise qui a eu lieu le 23 décembre 1588. Ça va être, cet assassinat sera le dénouement de la rivalité entre Henri III, le dernier des Valois, et Henri de Guise, dit le Balafré. Ça fait très match de catch, mais il y a une raison. Il faut dire, les deux se connaissent bien, ils se connaissent tous, hein, les protagonistes des guerres de religion. Ils étaient jeunes, à peu près le même âge, et ils avaient quand Henri III n'était que le duc d'Anjou, ils se sont très bien entendus pendant la Saint-Barthélemy. Henri, le duc d'Anjou, était lieutenant général du royaume, donc il avait le second personnage en termes d'autorité Après le roi, après le roi. comme Et autorité militaire. quant à de Guise, il avait, suite à la mort de son père, qui d'ailleurs était assassiné par un protestant, d'où la vendetta personnelle. Ce n'est pas juste de la politique, pour lui, c'était pas aussi personnel, envers le parti protestant et tous les protestants en général. Ce sont eux qui ont été les maîtres d'œuvre de la Saint-Barthélemy. C'est sous leur autorité que des soldats ont massacré les protestants à Paris. 2 ans après, donc en 1974, Henri III monte sur le trône après la mort de son frère sans descendance. Ça commence assez mal, de toute façon, c'est pas très étonnant, puisqu'il a dû affronter un parti que j'ai brièvement évoqué dans l'épilogue de l'épisode précédent, le parti des malcontents, une alliance assez lâche au sens Large, large et peu défini. peu définie, assez fragile, mais néanmoins gênante, des protestants et des catholiques modérés qui se sont donc menés par les Montmorency, la famille autrefois la plus puissante et qui à la cour et qui a perdu des parts de marché, si je puis m'exprimer ainsi, face aux Guises, surtout depuis la Saint-Barthélemy. Et ces malcontents se rajoutent depuis le pire ennemi du roi, à savoir son frère. C'est vrai, c'est toujours le cas. Ça revient, c'est un motif qui revient assez souvent dans l'histoire. Le duc d'Alençon. Et il ne parvient pas à les réduire militairement. Ce qui se traduit par la paix dite paix de Monsieur, parce que c'est Monsieur le frère, c'est le titre, c'est comme ça qu'on appelle le frère du roi, Monsieur le frère du roi, ou Édit de Beaulieu, qui est de mai 1576, qui est assez large sur un édit de tolérance envers les protestants. Il est obligé de réunir les États généraux pour réaffirmer son autorité. Et là, il se trouve non pas ouvertement contesté, mais il n'obtient le soutien des États généraux que contre la reprise des hostilités. Donc, ça fera la 6e guerre de religion. Et oui, on enchaîne. Là, en fait, ça se termine par sa victoire, mais une victoire par la diplomatie, c'est-à-dire qu'il va rallier son frère. En fait, il va l'acheter en le couvrant d'honneur, de titres, de machin, en lui laissant en le soutenant officieusement pour aller chercher une couronne dans les Flandres. Révoltés contre l'autorité de Philippe II, du roi d'Espagne. Donc, au cours d'un conflit bien plus continu et bien plus violent que ce qui se trouve en France. Mais
C'est donc là que donc il parvient à détacher. Dès là, les catholiques et les protestants, les catholiques modérés et les protestants se défont et ça se termine un peu comme ça. Mais ce sont là encore, aucune des guerres dites de religion n'est vraiment décisive parce que ce sont que des phases d'affrontement qui s'arrêtent suite à un changement, un retournement de situation et surtout l'absence chronique d'argent. Oui, pas Toujours. d'argent, pas de soldats. Le nerf de la guerre. Voilà. Donc, ça se termine donc par 1577, un édit, un autre, mais qui lui sera plus sévère envers les protestants. Mais pourtant, le pestis du dernier des Valois va se détériorer inexorablement, alors qu'en tant que duc d'Anjou, il était plutôt bien vu à cause de la Saint-Barthélemy, à cause du fait qu'il avait été vainqueur des protestants à Jarnac et à Moncontour en 1569 au cours de la Grande bataille des guerres de religion, Jarnac, c'est assez ouais, connu. double bataille, Jarnac et Moncontour. Donc, en fait, celui qui dirigeait l'armée catholique, c'était le maréchal de Saint-Tavannes, qui était là un peu pour le chaperonner, puisqu'il était très jeune. Mais bon, n'empêche que ça l'avait beaucoup servi. Il a toujours été beaucoup plus politiquement, d'où son rôle pendant les guerres pendant la Saint-Barthélemy. l'ennemi. Il est politiquement beaucoup plus proche des Guises que des Montmorency. Donc, mais une fois que tu es roi, eh ben, quand ça va pas, c'est sur toi que ça tombe. C'est l'irréductibilité, le fait que les difficultés chroniques, le fait que les guerres font que les gens vivent mal, le pays est ravagé, les villes ont du mal à s'approvisionner, donc la tension est très élevée. Et quand les gens commencent à s'inquiéter pour leur subsistance, ils deviennent très vite très très nerveux. Et d'autant plus, et plus la ville est grosse, plus c'est le cas. Donc l'ambiance est très tendue à Paris. Le parti protestant, malgré ses très nombreuses défaites, reste irréductible dans ses places fortes. Donc pas d'argent, donc les ambitions militaires ne suivent pas, parce qu'on ne peut pas difficilement écraser les protestants si on n'a pas d'argent pour lever une armée. Et surtout, le gros problème d'Henri III, c'est que son mariage avec son épouse, la reine, ne donne pas d'héritier. Et là, surtout, ça commence à s'installer dans le temps. Il faut aussi savoir que comme tous ses frères, il a une santé assez fragile, donc ça n'aide pas. C'est quand même celui qui va vivre le plus longtemps, hein, normalement. Oui, il va régner 15 ans, mais de 74 à sa mort en 89. Mais pour le coup, non, il n'y a rien il n'y a pas d'enfant. Donc là, ça sent quand même la fin de la dynastie. Parce que certes, il y a son frère, mais lui, son frère est peut-être encore plus mauvaise santé que lui. Enfin, c'est tout. Donc ça commence à peser lourdement parce que vous savez qu'il y a quand même la justification religieuse et on n'a pas formalisé ça comme les Chinois qui ont le mandat du céleste. C'est-à-dire que quand tout va mal, c'est que la dynastie impériale a perdu la faveur a perdu le mandat céleste. Donc il est temps d'en changer. Mais il y a un peu cette idée, quoi. Ça sent quand même ça fait quand même beaucoup penser au fils de Philippe le Bel, quoi, au dernier Capétien. Le mauvais état du royaume se reflète un peu dans la faiblesse, au moins physique, de ses rois. Bah, disons qu'il y a de ça. Ici aussi, il y a eu et du coup, rien ne lui est pardonné. Par exemple, la promotion de ses favoris au Conseil, comme il n'a pas confiance dans les les fameux grands. mignons. Voilà. Alors mignon, faut savoir que à l'époque, ça veut pas dire petite créature toute mignonne. Voilà, ou tapin, ou comment on pourrait dire gigolo. Non, Ce sont des suivants. C'est mignon, c'est au sens. Faut voir le mot anglais mignon avec un N et pas de G. C'est un serviteur, un sbire, hein, ce que vous voulez. Donc c'est pas non plus, mais c'est pas non plus. C'est assez péjoratif dans ce sens-là. Oui. Donc oui, il y a eu des rumeurs qui circulent sur sa sexualité. Donc était-il homosexuel? La vérité, c'est qu'à un certain niveau, les aristocrates font ce qu'ils veulent du moment qu'ils se font pas choper. Il était assez coquet, je crois. Il aimait bien le maquillage et les bijoux. Oui, ça l'a pas aidé. Oui, il est passé par l'Italie, donc il a chopé certaines modes. Il a aussi introduit, on ne le sait pas, mais c'est lui qui a introduit la notion d'étiquette de cour. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'avant, on va dire que la cour de France, même si avec François Ier,
Le faste italien, les nouvelles modes, l'architecture, habillement et promotion des arts est entré en France. Ça restait une cour assez médiévale finalement dans les mœurs. C'était quand même un peu à la bonne franquette, hein, à la grande consternation des Italiens, des étrangers qui venaient. Là, c'est lui qui instaure la première étiquette. Ce qui est déjà pas ça, mais quand ta popularité est en question, toutes les nouveautés passent mal. Ah oui, Donc, c'est le fait d'avoir promu de jeunes aristocrates de rang moyen, on va dire, parce que, et pour des raisons, c'est pas un idiot Henri III. Il a, dans la vie des historiens, il aurait pu être un roi tout à fait compétent s'il avait eu tout à fait. plus de chance, mais c'est Il parce a- il introduit des gens de rang moyen autour de lui parce qu'il il- se méfie des aristocrates qui jouent leur propre jeu et qui le jouent d'autant plus en période de trouble. C'est ça, C'est mais pas il avait un tempérament aussi assez autoritaire, il me semble. Légitimement, vu qu'il voulait restaurer son autorité, mais ça l'a pas aidé à s'attacher les aristocrates. c'est-à-dire que les aristocrates jouent leur propre jeu, donc Hmm. il sait très bien que qu'il doit se méfier d'eux. Et c'est pas certainement nouveau. Les rois qui font monter des gens du sang neuf à la cour, c'est quand même un procédé qu'on retrouve assez souvent. Mais le problème, c'est que en face de lui, alors qu'il est en difficulté pour toutes les difficultés, il a Henri de Guise. Lui, il est petit. Valois, il est petit, moche et souffreteux. L'autre, il fait 2 mètres. C'est un colosse. C'est une sorte Ah oui. d'Hercule. Il incarne la ligne politique la plus populaire dans le royaume, c'est-à-dire la ligne ultra-catholique auprès de l'opinion. Alors, petite parenthèse, ou alors je l'ai déjà dit, mais il faut toujours le redire, quand on dit opinion, c'est l'opinion des gens des villes, hein, des bourgeois Hmm. parisiens, des villes, etc. Les paysans, tout le monde s'en fout. Eux, ils aimeraient juste ne pas être pillés, violés, massacrés tous les 4 matins par des soldats en maraude, quelle que soit leur bannière. Toujours à se Mais plaindre, les gens de la campagne. voilà, c'est ça. Mais l'opinion des bourgeois des villes, elle est très clairement dans le centre du royaume, c'est-à-dire le Paris, le bassin parisien, tout ça. C'est quand même largement le sentiment catholique intransigeant domine. Catholique intransigeant ne veut pas forcément dire être factieux, etc. Mais quand même, il a aussi obtenu sa fameuse cicatrice et une grande victoire face à des mercenaires allemands à la bataille de Dormans en 75. Donc, D'où son surnom du balafré. voilà, c'est ça. Plus prosaïquement, il a repris comme son père, François de Guise, la charge de grand maître de France. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les services de la maison du roi, c'est-à-dire le domaine royal, etc. C'est une sorte de ministre de l'Intérieur privé pour le roi. Hmm. Donc, évidemment, cette charge lui a permis d'accroître considérablement, dans la foulée de son père, l'influence de sa famille et de placer des gens à lui partout, partout, partout. D'où une ambiance pas forcément très sympathique pour le Henri III, qui ne sait pas à qui il va se fier, trop à qui il peut se fier. Ambiance. Mais les véritables ennuis vont commencer en 84 pour notre pauvre Henri de Valois. Enfin, il n'est pas non plus blanc-bleu dans l'affaire, hein. Mais avec en 84 la mort de son frère, lui aussi sans héritier, Ça s'annonce et de qui n'a plus en pas plus mal. et la loi salique est assez transparente. C'est Henri de Navarre, Prince du futur sang. Henri IV, voilà, Henri de Bourbon, roi de Navarre, prince de sang, qui est le successeur légitime selon la loi salique, évidemment. Sauf qu'entre-temps, lui qui avait été un peu converti à la pointe de l'épée au catholicisme pendant les guerres de religion, il est resté otage quelques années. Je crois qu'il s'est évadé en 76, s'est replié dans son Béarn natal et évidemment a abjuré parce que il avait été converti sous la force. Donc il est relapse aux yeux de l'opinion catholique. Donc pire que c'est double hérétique. Voilà, Ah, c'est pas bon. voilà, c'est pas bon. Donc l'opinion s'insurge et va naître où la Ligue catholique, ou appelée aussi Sainte Ligue, dont l'objectif principal est de barrer la route du trône de France aux Bourbons.
Un petit mot sur la Ligue. La Ligue n'est pas. Alors, la Ligue, il y a eu des précédents. Il y a eu des ligues assez spontanées, en général, toujours en milieu urbain, qui se sont fait en réaction à chaque fois que les protestants s'organisaient ou obtenaient des places de sûreté. C'était assez peu, sous Henri III, il y en a eu suffisamment, mais elles étaient pas, il y en a, elles étaient pas, elles se réclamaient de lui, mais sans être approuvées officiellement. Donc c'était des choses qui pouvaient être assez éphémères, mais celles qui, évidemment, quand ça avait lieu à Paris, c'était déjà beaucoup plus gênant. Mais ça prouvait aussi que l'opinion était parisienne. Or, on sait que le peuple parisien est très organisé. Cette organisation a été fatale à la population protestante. Les bourgeoises peuvent s'armer, sont organisées, la ville est divisée en quartiers qui sont parfaitement connus et contrôlés, etc. Et ça va jouer un rôle parce que la Ligue, qui est un mouvement à la populaire, urbain, et il va à Paris s'appuyer très largement sur cette armature, sur les institutions parisiennes. Et elles vont être plus ou moins dupliquées dans une partie du royaume, dans une grande partie du royaume. Ce mouvement donc ne veut pas d'Henri de Navarre sur le trône et commence à élaborer un programme qui est finalement qui est pas spécial, qui veut en fait le retour un pouvoir plus limité du roi, que le roi doit rendre des comptes, que les états généraux doivent être instaurés régulièrement, que les communes doivent retrouver une autonomie, etc., etc. C'était pas proprement ça pourrait faire penser à Étienne Marcel. Exactement, oui. Il y a de l'idée, mais c'est pas novateur, c'est plutôt un retour à l'ancien temps. C'est la monarchie contrôlée. Il y a une notion qui est aussi très largement idéalisée. Donc il n'en est Henri de Guise n'est pas l'instigateur de la Ligue, mais il en prend très rapidement la tête. C'est même assez rapide. Et il obtient même le soutien officiel de Philippe II d'Espagne, qui n'en demandait pas tant, par le traité de Joinville, où ses envoyés, ou Henri de Guise et les Espagnols signent un traité. Donc il fait sa propre diplomatie, du 15 décembre 1584, où le programme consiste à mettre sur le trône le second héritier dans la ligne de succession après Henri de Navarre, c'est le cardinal de Bourbon, qui est l'oncle d'Henri de Navarre, mais qui est un des le seul Bourbon qui est resté catholique à cet instant-là, sauf que c'est un ecclésiastique de plus de 60 ans qui peut mourir d'un instant à l'autre. Et quand bien même, et qui n'a pas d'héritier, en tout cas pas d'héritier qui pourrait mettre sur le trône, hein, parce que bon, voilà. Ça fait un peu penser à Don Sebastian au Portugal, qui va se faire succéder par son oncle, qui est aussi un prélat sans enfant. Oui, mais là, le truc, en l'occurrence, l'évêque, là, il n'a pas. C'est une vaste blague. En vue de ça, c'est que quand il cassera sa pipe, si vous me passez l'expression, on met quoi à la place? Donc, et là, on voit quand même qu'il y a quand même un projet du côté des Guises. C'est pas dit ouvertement, mais il y a quand même, c'est dans l'air, on va dire. Henri III va plier et déclencher la guerre numéro 8. Oui, il y a eu la guerre numéro 7, mais elle a duré même pas un an. Je vais même pas en parler. Ou guerre des Trois Henri. C'est donc la lutte finale, où elle est indécise, elle est largement indécise, parce que les succès catholiques répondent aux succès protestants. Le problème, c'est que les succès catholiques sont que Henri de Guise remporte sur son domaine dans l'est de la France. Il arrête les alliés allemands des protestants. Donc, il remporte 2 victoires, donc encore plus de prestige. Mais en même temps, Henri de Navarre remporte à Coutras une éclatante victoire contre l'armée royale, alors qu'il est très largement en infériorité numérique,
parce qu'à la tête de cette armée, il y a Anne de Joyeuse, qui est un des favoris, un des fameux mignons, disait les archi-mignons, parce qu'il y avait les fidèles Il y a une d'entre les hiérarchie fidèles. dans le mignon. Parce qu'il y avait les jeunes, parce qu'on avait les jeunes nobles qui étaient ces porte-épées et qui le suivaient partout. On y reviendra, mais il y a aussi des personnages plus importants comme Anne de Joyeuse ou le duc d'Épernon, qui sont des gens qui, qui reçoivent de véritables fonctions. Et Anne de Joyeuse meurt à Coutras, donc là, en fait, tout le monde l'interprète comme une défaite d'Henri III. Donc, en fait, son prestige est en train de s'effondrer parce qu'il passe pour un mou, pour quelqu'un qui est mal conseillé, parce qu'il n'a pas désavoué ouvertement. Enfin, si, il n'a pas encore désavoué ouvertement Henri de Navarre comme successeur. Et le prestige de François de Guise, d'Henri de Guise, je vais y arriver, s'accroît d'autant plus. Ah oui, un mot aussi, si je n'en ai pas parlé. Il y a aussi les domaines des Guises. Alors, il a des seigneuries, des propriétés, des châteaux absolument partout. Mais en fait, il est à la fois gouverneur de Champagne, c'est un peu le cœur de son pouvoir, mais c'est un pouvoir qui s'étend jusqu'à la Brie, où j'habite. Vous voyez, donc en fait, il est très proche de Paris. Il est adossé à la Lorraine, qui ne fait pas partie du Royaume de France, mais dont il est très proche, vu que les Guises sont une branche cadette de la maison de Lorraine. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc en fait, déjà, ça fait lui le bouclier, si vous voulez. Pour les amateurs de Game of Thrones, c'est le protecteur de l'Est, si vous voulez. Mais ça fait un bloc assez continu de territoire qui n'est pas sans rappeler l'ancien duché de Bourgogne. Donc sauf que lui, il n'a pas l'intention de se créer sa propre couronne. Le truc, c'est qu'entre-temps, au nom des affaires militaires, les Guises, avec l'appui des ligues, accroissent leur autorité au détriment de des partisans du roi dans le nord du royaume. Donc la situation devient franchement dangereuse pour Henri III. En 88, on arrive à la deuxième bascule. La bascule se fait en 2 temps, d'abord 84, ensuite 88. Henri III a carrément interdit à Guise de venir à Paris, et pour le tenir le plus loin possible de la capitale. Bon, et qu'il remporte des batailles et qu'il reste éloigné du pouvoir. Sauf que qu'est-ce que fait le duc ? Il y va en catimini. Et quand il se révèle, la foule est en délire. Il est acclamé, il y a un véritable culte autour de sa personnalité. Ça ne va pas trop plaire au roi. Pas du tout. Donc le roi commence à paniquer et commence à faire venir des troupes pour tenir la ville à des points stratégiques. Et là, les bourgeois prennent peur, se disent, ça y est, parce que le problème, c'est quand tu mets des soldats au milieu de la troupe et au milieu de la rue, en général, ils se comportent assez mal. Hein. C'est pas Vigipirate. Ils ont tendance quand même à très, très vite à prendre des libertés avec les femmes, à se montrer. Voilà, c'est quand même des brutes. Et les bourgeois le prennent assez mal, déjà qu'ils n'ont qu'une très mauvaise opinion de plus en plus mauvaise d'Henri III. Donc là, il y a eu un soulèvement qui se pense, et ça va être la première journée des barricades de l'histoire de Paris. Là, c'est la première fois où ça a été chroniqué, où ils élèvent des barricades. L'organisation militaire propre de la ville de Paris se met en branle, c'est-à-dire qu'entre les miliciens et les armes clandestines et le caractère extrêmement compartimenté du bâti, c'est très dense. Les troupes envoyées, les gardes françaises et les gardes suisses envoyées par le roi pour tenir la ville se retrouvent piégés et se font sévèrement étriller. Parce qu'ils sont, imagine, ils tiennent un carrefour et d'un coup de toutes les fenêtres. Déjà, il y a des barricades qui se mettent à tous les cas du carrefour et tu as des gens qui sortent des armes depuis les barricades, depuis les fenêtres, etc. Donc c'est du tir au pigeon.
Donc, et d'ailleurs, ces troupes-là ne doivent leur survie qu'à l'intervention du duc de Guise, qui, de façon très naturelle, se fait obéir des insurgés et fait renvoyer les gardes du roi la queue entre les jambes. Donc là, il est littéralement mis échec. Là, le roi est échec. Et quand le roi est en échec au Paris, la seule chose qu'il puisse faire, c'est Faire un de coup de tuer. force, Non, démonstration de son pouvoir. au jeu d'échecs, je veux dire. Il doit. Ah. Tu fais quand tu es mis en échec, le truc que tu as le droit, c'est de faire un mouvement qui te sort de ça. Sinon, Ouais. tu as perdu. Et le roi fait la seule chose qu'il puisse faire, c'est-à-dire quitter Paris en catimini. Mais vraiment à la cloche de bois, quoi. Et même à laisser sa femme et la reine et sa mère, Catherine de Médicis, sur place, où elles vont se retrouver un peu à la merci d'Henri de Guise. Donc, il se replie sur Chartres, qui lui reste fidèle. Et c'est là où il aurait dit vilain ingrate, moi qui t'aimais plus que ma propre femme. Donc là, en plus, dans la foulée, il va être obligé de faire de nouvelles concessions. Il signe l'édit d'union qui en fait le fait adhérer au programme de la Ligue. Donc il est obligé officiellement de prendre de combattre Henri de Navarre par tous les moyens pour empêcher qu'il ne et de revenir sur la loi salique. On peut considérer sans prendre de risque que le projet d'assassiner le duc a dû faire son chemin dans sa tête à partir de ce moment-là. Parce qu'à un moment-là, il n'a quasiment plus d'options. Militairement, il peut difficilement vaincre Henri de Guise, le duc de Guise, par ses seuls moyens. Et au point où il en est de discrédit, je crois que même s'il ramenait la tête d'Henri de Navarre à Paris, ça suffirait pas. De toute façon, il y a un tel discrédit et d'un côté un tel désormais le duc de Guise avance plus ou moins à visage découvert sur l'ampleur de ses ambitions que c'est assez logique parce que c'est à peu près le seul truc qui lui reste dans sa manche en fait, le seul coup qui lui reste dans sa manche. 6 mois plus tard, donc en décembre, au cours des états généraux de Blois, deuxième du nom, le duc sera assassiné. C'est sacré enchaînement d'événements. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement à ces états généraux pour que ça amène à cet assassinat? Quelque chose qui fait éclater une opportunité du roi? C'est-à-dire qu'en fait, le projet de faire assassiner Henri de Guise est comme à mis 6 mois à mûrir. Il est exilé de sa propre capitale, il n'a pas accès à ses propres ressources financières. Rappelle qui est grand maître de France déjà. Donc c'est quand même très très compliqué. Il est vraiment dans la Ça situation marche sur la tête. c'est vraiment il est dans une situation qui est pas comme connu Charles V après face à Étienne Marcel et encore ça a été beaucoup plus court, ou Charles VII comme roi de Bourges. Là, en l'occurrence, il est à Chartres. Mais c'est assez compliqué pour lui et il est en perte de ressources financières. Et c'est la raison pour laquelle on convoque les États généraux, c'est pour demander l'autorisation de lever des impôts supplémentaires pour alimenter la guerre. En jouant l'idée que si vous voulez que je fasse la guerre aux protestants, il faut quand même qu'on remplisse les caisses. Ces États généraux, donc, et là aussi la nécessité de compter les partisans. Les États généraux
là je rappelle pour les États généraux de 1704, ça fait pour ceux de 1789, il y a une véritable campagne, donc un peu des campagnes de désignation, des élections, ça c'est très varié en fonction des régions, mais des provinces du royaume, mais petit à petit vont se rassembler les trois ordres à Blois. En sa qualité de grand maître de France et qu'officiellement tout va bien, puisqu'il y aura des gestes de réconciliation entre le duc et le roi, celui-ci va venir à Blois. Ne pas y venir serait un aveu de faiblesse. En fait, le problème quand vous êtes en position de force face à votre monarque, c'est que vous ne pouvez pas reculer. Ah oui. Il faut saisir l'occasion. C'est ça. À un moment, faut savoir à quoi on joue. Et il y a aussi une logique un peu de... En fait, le, le duc se doute bien que le roi ne l'apprécie pas et que le roi le déteste, le hait et voudrait sa peau. Mais il peut difficilement, si c'est le cas, il peut difficilement aller reculer. Vous voyez, vous pouvez pas, vous devez aller jusqu'au bout et ou vous le faites plier ou parce que si vous vous repliez, il viendra vous chercher très clairement et inversement. Ouais, Donc c'est ils le sont moment ou obligés, jamais, et il y en a un des deux qui doit y passer, ou au moins y laisser ou du moins son titre. qu'il y en a, voilà, c'est ça. Donc en fait, le duc de Guise arrive. Là, on a Henri III qui fait à l'ouverture des États généraux qui fait son discours, qui est un discours qui est un assez bon orateur, comme son ennemi d'ailleurs, où il fait un discours assez ferme, où il fait clairement allusion à la Ligue. Il disait que c'est truc qui a été cette association qui a été faite sans son autorisation. Bon, la fête est finie, va falloir quand même rentrer dans le rang. Donc, il est assez limite menaçant. Donc, les États se passent assez mal, en fait, puisqu'il est en minorité, qu'ils revendiquent une limitation du pouvoir royal. Il y a tout aussi un aspect pour parler d'espionnage, de renseignement, mais c'est qui ces types-là? Qui est qui dans les États généraux? Bon, on pense que quand même le tiers État, la plupart sont parmi les représentants des États généraux. La plupart l'écrasante majorité des représentants du tiers État sont ligueurs ou sympathisants. Le clergé, c'est très clair aussi. L'aristocratie, c'est moite-moite. Donc voilà, donc très clairement là, il peut mesurer le fait est qu'effectivement, il est quand même pas loin de perdre sa couronne. Donc si en fait la volonté d'assassiner est une chose, après il y a l'organisation des faits. Qui va être beaucoup plus dans un temps beaucoup plus restreint. Mais il est clair que s'il avait eu un doute, il y a aussi quelque chose qui l'a aussi encouragé, c'est que 1588, c'est aussi une date connue pour 1588. le naufrage de l'Invincible Armada. En fait, ça Ah oui, et les donc affaires là, d'Espagne. voilà, et ça c'est plutôt vu comme un bon signe parce que bon, même si officiellement il a de bonnes raisons de détester, outre les raisons religieuses, Élisabeth d'Angleterre, parce qu'il y a eu la mort de Marie Stuart, qui d'ailleurs est une Guise en fait. Ah, Cette famille non, c'est une famille qui est quand même elle est proche de la famille de Lorraine, de la maison de Lorraine. Donc c'est une parente. Elle est aussi une parente aussi donc plus éloignée de Henri III. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un peu interprété parce que c'est un vrai désastre. C'est interprété comme un peu, non pas comme le début de la fin de la puissance de la puissance il espagnole, y a encore du non, temps. non, mais ça montre quand même qu'il y a quand même des limites à leur pouvoir et que ils peuvent pas être donc. Or, il est évident que pour l'époque que d'ailleurs c'est officiel. Philippe d'Espagne soutient la Ligue officiellement. C'est assez logique.
C'est parfaitement logique. C'est pas comme si c'est pas un secret ni un complot. Hein, là-dessus, faut être très clair. C'est d'ailleurs c'est pas comme si Louis XI avait pas arrosé de pognon tous les ennemis possibles que le duc de Bourgogne avait eu l'idée de se faire. Que les Français n'avaient pas soutenu les princes protestants avant d'aller au conflit plus tard pendant la guerre de 30 ans. C'est parfaitement c'est assez transparent si tu veux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au final pour que ça mène à l'assassinat? Comment on va y aboutir? Bah, la résolution de l'assassinat, là, on peut pas vraiment passer c'est vraiment une conspiration, c'est vraiment un meurtre pur et simple qui est présenté comme tel. La destination elle va être faite avec une décision assez minutieuse il faut séparer ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est comme c'est un puissant personnage et qu'il a une suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas peur d'Henri III. C'est dit, j'ai plus d'hommes d'armes que lui si ça part en affrontement direct. Si on en vient aux mains, j'ai plus d'hommes d'armes autour de moi que lui. Donc, il y a tout un plan pour faire gagner sa confiance, où en fait, à titre personnel, Henri III fait tout pour lui faire, pour renforcer, pour qu'il. C'est un lecteur de Machiavel, comme sa mère d'ailleurs. Hein. Il a lu Machiavel. Est-ce qu'il l'a vraiment compris? On ne sait pas, mais en tout cas, il sait par exemple il fait le mouton en fait face au duc de Guise. Il multiplie les gestes d'amabilité, mais franchement, limite, mais veut lui faire baisser sa garde. De gentillesse. Déjà, en fait, il joue sur l'arrogance colossale même pour un aristocrate de l'époque du duc de Guise. Donc, sur son sentiment de supériorité. De prestige, même de physique, de tout. En parallèle, il se sépare en particulier de ses ministres qui étaient un peu recommandés par Catherine de Médicis. Il s'en sépare et il ne s'entoure plus que donc ce qui paraît déjà comme un geste d'abandon, mais en réalité, c'est que une rupture avec la politique conciliatrice de sa mère. C'est surtout des gens qui étaient compétents en fait dans la gestion des affaires du royaume. Il s'en sépare ostensiblement. Et il va pourquoi? Parce qu'il estime que ces honorables personnages ne voudront pas tremper dans un assassinat. Il va garder autour de lui ses gardes, qui sont des curés qui sont prêts à tuer pour lui au moindre signe de sa part, et surtout, et parmi eux, les fameux 45. Les 45, il ne faut pas confondre avec les super mignons, comme oui, je sais, ça fait bizarre, comme le duc d'Épernon ou Feu Anne de Joyeuse. Ce sont des jeunes gens. Ça va te rappeler à une époque plus tardive. C'est des jeunes gens qui sont originaires du sud-ouest, donc qui sont des Gascons, qui ont des petites noblesses militaires avec un certain prestige local, mais au niveau du royaume, qui sont quand même de la petite noblesse, et qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui ne vivent un peu plus ou moins de leur épée. Ce sont donc des spadassins, pour le terme de l'époque, et qui doivent absolument tout au roi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand on s'apprête à commettre un meurtre, on ne fait pas ça avec d'honorables messieurs, on s'entoure de jeunes gens sans scrupules. Ouais. Et d'une loyauté absolument indiscutable. Parce que là, il ne s'agit pas d'un affrontement dans les règles de l'art. Hein. On est là pour le zigouiller. Avec aucune notion chevaleresque là-dedans, dans ce qui va se préparer. Donc, il y a tout un plan pour le faire entrer pour le convoquer très tôt, pour qu'il arrive et pour le séparer à l'air de rien de ses proches, pour qu'il entre dans le cabinet. Ils disent non, en fait, il y a un vrai-faux conseil où les mecs les proches du conseiller du roi qui sont restés tuent le temps avec des banalités. Puis à un moment, on dit maintenant le roi pourrait voir dans son cabinet vieux, donc il faut rentrer dans un petit couloir, machin truc, et il y a des gardes qui arrivent qui l'escortent soi-disant par derrière, et des autres qui l'accueillent par devant. Et dans ce couloir qui mène au cabinet vieux, qui n'existe plus à Blois, puisqu'il a été un peu
Parce que le château de Blois, tel qu'il existait un peu, a été sérieusement modifié quand il a été la résidence de Gaston d'Orléans. Donc beaucoup plus tard, frère de Louis XIII. Frère de Louis XIII, c'est ça. Voilà, donc un autre monsieur. Voilà, et un autre pas mal dans son genre aussi, comme Ouais. conspirateur. Et donc c'est là qu'il va être saigné comme un porc, donc massacré à coups de dague, avec un côté assez violent, parce qu'ils avaient mis comme il y a des tentures partout, ils se sont dit bon, ça a peut-être et tout fait le bruit, sauf qu'il met assez long, comme il est quand même assez costaud et que c'est un endroit très exigu et très machin, donc il va mettre un certain temps à mourir, donc en fait tout le monde va s'en rendre compte. Ah, Faut ça va dire faire que du bruit. ça va Pas faire du discret. bruit. Voilà, le duc donc est assassiné est poignard et percé de coups de dague jusqu'à plus soif. Il faut savoir quand même que le duc avait tel César se rendant aux îles de Mars avait reçu de nombreux avertissements. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand tu as 45 personnes qui sont dans le coup, dont 8 assassins, plus les serviteurs qui doivent fermer les portes, refermer, machin truc, faire tout le Il y a des parcours, fuites. il y a des fuites, puisque le duc est extrêmement populaire. Et puis surtout, même pour des gens qui sont Des conspirateurs. loyalistes dans l'âme, c'est quand même un meurtre. Ouais. D'un bon catholique. Voilà, donc c'est quand même pas évident dans la mentalité. D'ailleurs, Henri III en est parfaitement conscient puisqu'il va justement se séparer de personnes dont il ne pense pas qu'il n'obtiendra la volonté. Donc il n'obtiendra pas Le consentement au meurtre. voilà, c'est ça, à l'élimination. Donc il a aussi pas mal préparé l'après. Il faut qu'il y ait des publications, faut dire qu'un complot a été déjoué, un attentat contre sa personne a été déjoué. On a trouvé dans la poche de la botte du duc, un papier où il dit, qui est marqué de sa main, pour entretenir la guerre dans le royaume de France, il faut 700 000 écus par an. Mais je vois pas pourquoi tu garderais sur toi une carte. Ça fait un peu la cassette de Ben Laden à Tora Bora. Ça fait la trouver par terre. Non mais c'est assez. C'est Après, assez étrange, effectivement. Et peu t'es pas crédible. obligé de le t'es pas obligé de le croire. Bon, les deux après plusieurs versions vont s'affronter et ceux qui sont plus sympathiques pour les Guises ou pour le roi. Mais le fait est que ça a été préparé. Il faut aussi savoir qu'au génie assassiné du duc de Guise, il y a une autre personne qui a été assassinée, c'est son frère, qui est le cardinal. Ah, le cardinal de Guise. Cardinal de Guise. Un Lui, autre grand personnage, lui. Grand personnage aussi, qui était un peu tu sais, chez certains, c'est un peu comme chez Walt Disney. Il avait son frère qui avait aucun charisme et pas la moindre idée, mais qui tenait les comptes. Tu sais, c'était les frères, ils étaient deux. Là, c'est un peu pareil. Ce frère-là, il y en avait d'autres. Hein. Il y a eu plusieurs. Toute la fratrie était beaucoup plus étendue que ça. Était un peu le chef d'état-major du duc. C'est lui qui organisait, qui était considéré un peu comme son bras droit. Ouais, voilà. Là, en fait, c'est là que on s'enfonce encore dans le sordide, parce que lui a été avec un autre ecclésiastique partisan des Guises, ont été enfermés mis aux arrêts. Puis il a été il a été envoyé une promenade. Là, pour le coup, les jeunes nobles qui ont assassiné le duc n'ont pas voulu y aller, donc il a fallu prendre des soldats, des soudards de basse extraction, qui ont exécuté le prélat à coups de hallebarde. Ah, encore plus sale. Oui, sale. Ils l'ont mis apparemment, c'est une exécution, donc à genoux, la tête contre le mur et percé à coups parce que c'est une pointe surtout, là, percé à coups de hallebarde, etc. Les deux corps ont été balancés dans les cheminées de la cuisine du château.
Ah oui, Ségan, les cuisines de château, je sais pas, quand on visite un château, on peut y mettre même un mec qui fait 2 mètres, aucun problème. Et tout ça, ils ont été cramés, réduits en cendres et balancés dans la Loire. C'est la Loire qui coule à Blois, je crois. Oui, normalement. Et voilà. Et voilou. Sauf qu'après, bon, il y a la gestion, on va dire, à peu près de l'immédiat, c'est-à-dire proclamation et attentat a été déjoué. Et très vite, les gardes du roi tombent, et ces hommes de main tombent sur les représentants des États généraux, et avec une liste de gens les plus pro-Guise, et les font arrêter. Ah, Peur sur le. Et puis avec menacé à bout portant par les arquebuses, etc. ça ressemblerait à un coup d'état royal si c'était pas déjà le roi qui avait le pouvoir. Bah, c'est un coup de majesté, Oui, c'est une démonstration de son autorité absolue, parce qu'il est sourd de oui. toute loi, dispensateur de la vie et de la mort de ses sujets. Donc, ça fait quand même partie de l'arsenal. On évite Mais de s'en servir en général. non, il en évite de s'en servir. Je pense que si Henri III avait pu faire juger Henri de Guise pour forfaiture ou le bannir, etc., comme l'avait fait François Ier pour le connétable de Bourbon. Mais là, il n'est pas en position de force. Donc là, il en est réduit à jouer du couteau. C'est ça un peu Ouais. ce que la grande erreur d'un Henri de Guise, c'est qu'il a cru il n'a pas compris que la faiblesse du roi et le fait de lui appuyer la tête sous l'eau ne faisait que le rendre Ça plus dangereux. l'acculé. Ne C'est faisait une que bête acculée, le roi. Là, oui, en effet, quand en 80, dans la séquence 84-88, il est très très acculé. Y a pas de doute là-dessus. Mais en fait, aucun représentant député des États généraux ne sera exécuté, mais il y en a qui vont être coffrés pendant un moment. Et surtout, bah, les débats vont se passer de façon beaucoup plus calme. Et ces braves gens vont être accompagnés chez eux sous bonne garde. Et en apparence, dans le déroulement immédiat du coup, il semble que ce soit vrai qu'Henri III ait plutôt bien réussi et le sien de coup, en Ah, De, apparence. de fait, son rival est mort euh, et il a fait arrêter des sympathisants. Oui, en tout cas, il aura surtout foutu la trouille. Il n'y a pas eu de procès, de machin, mais c'était vraiment de terroriser parce que si tu assassines le duc de Guise, qu'est-ce que tu vas faire d'un hobereau de province, député, etc. Donc, les séances de l'état généraux se poursuivent et se passent dans le calme. Le calme de la menace ou le calme de Ah bon, oui, on non, va non, non, peut-être non, essayer de se non, calmer. voilà, dans le calme de la menace, parce qu'en fait, Ouais. mais ça ne va rien résoudre sur le long terme enfin, le long terme qui va s'avérer assez court puisqu'il lui reste un an à vivre à peu près moins que ça même, à notre roi, à notre Oui, Valois. il ne faut pas spoiler, enfin divulgacher la, la fin de notre protagoniste préféré, pauvre roi. Mais on pourra peut-être en parler à la toute fin de la fin triste que connaîtra Henri III. Mais justement, le roi Henri III a essayé de faire passer Henri de Guise pour un traître, un comploteur. Est-ce qu'il n'avait pas un peu raison au fond? Parce que, comme on l'a vu un peu plus tôt, il y avait des projets de le remplacer. Il a totalement raison, parce qu'en fait, il faut voir le logiciel de ces grands aristocrates. C'est pas que Euh, Henri de Guise soit un comploteur, un conspirateur, si tu veux. En tant que grand maître de France, il avait voulu faire avaler du poison à Henri Ah, III, ça aurait été fait. C'est pas comme ça que ces mecs ouais. fonctionnent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'en fait, il a une ambition. Il n'a pour prendre le nom d'un protagoniste d'un show de mafieux, Peaky Blinder, il dit je n'ai aucune limitation.
I have no limitation. Bah, tu vois, c'est la mentalité des aristocrates, c'est des seigneurs de guerre. Ils jouent, ils gagnent, ils continuent à jouer, ils vont pousser jusqu'à ce que la mort les saisisse parce que la vie est courte. Mais là, en l'occurrence, ça s'est fini autrement. Il n'y a pas c'est pas une volonté, il y a pas un projet de complot. C'est-à-dire qu'on pousse, on joue, tiens, ça marche, on continue et on avance et on pousse jusqu'à ce que, si tu veux, les projets étaient là parce que c'est fou comme le nombre de libelles. Il faut savoir qu'il y a un truc qui revient à la mode avec l'érudit dans ses premiers temps modernes, c'est la haute histoire de France, les débuts de la monarchie française. Donc, on est à Mhm. fond sur les Mérovingiens, les Carolingiens et comment on finit les derniers Mérovingiens, les rois feignants, les maires du palais. Tout ça, tout ça. Donc c'est assez prégnant. En plus, c'est pas du tout. Ça va être repris par les propagandes des Guises et c'est pas du tout innocent parce que les Guises, en tant que maison cadette de Lorraine, il faut savoir que la maison de Lorraine est une très vieille dynastie de princes d'Europe. Ils descendent en ligne droite des Carolingiens. D'ailleurs, Ah oui, le premier Hugues Capet a été élu, donc le premier Capétien, a été élu roi par l'Assemblée des princes d'église et des princes laïcs de Francie occidentale, au détriment d'un certain Charles de Lorraine, qui était le duc de Lorraine, qui avait des prétentions. Mais comme il était pas parti de Francie occidentale, il a été en écarté au motif. Lotharingie. Je ne sais pas si l'autoragie existait encore, si elle n'avait pas été absorbée par le Saint-Empire romain germain, par l'Empire Oui, germanique. effectivement, c'était déjà le Saint-Empire, et du coup, bah, Donc s'ils sont issus de Lorraine. il a été écarté au motif qu'il n'était pas du royaume. C'est un motif assez peu convaincant. D'ailleurs, il y a eu des guerres il y a eu des affrontements assez rapidement. Mais pour dire que pour ce qui est des prétentions monarchiques, les Guises sont pas totalement c'est pas des n'importe qui, si tu veux. Et d'ailleurs, même depuis les trois premiers ducs de Guise, c'est-à-dire Henri, François, puis Claude, ils ont énormément cru. Donc c'était cru et embelli. Euh, L'anecdote qu'on aime rapporter, c'est que avec ses proches, de la famille de Guise, ils avaient plaisanté au fait qu'ils allaient tonsurer Henri III et le mettre dans un couvent qui serait peut-être plus à sa place que sur le trône. Donc c'est quand même pas du tout innocent donc est-ce que cette anecdote est vraie, est-ce que c'était des racontats, etc. Mais n'empêche qu'il y a quand même une ambiance qui a tout lieu d'alarmer le Henri III. Ah, Et dans les faits, la facilité avec laquelle il a déjà premièrement le fait qu'il carbure à l'argent espagnol, alors que par les États généraux, Henri III a du mal à accéder à ses propres ressources, qui le reviennent, hein, y compris à son. Ça devient quand même très très compliqué de tolérer ça plus longtemps. Donc la vérité, c'est que il est. Est-ce que Henri de Guise se voyait avec une couronne? Il faut aussi savoir que la Catherine de Médicis avait tenté beaucoup de médiations a systématiquement tenté des médiations entre les Guises, entre son fils et entre Navarre, et pour être à chaque fois et conduite. poliment et conduite, mais elle a même proposé de marier, en faisant un mariage entre la fille, sa petite fille et un Guise, ça le faisait rentrer, etc. Donc il se rapprochait il montait en grade dans la hiérarchie nobiliaire, mais sans avoir le trône, etc. Hmm. Donc l'idée c'était mais comme le duc n'en voulait pas, la question, qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Parce que c'est ça le problème. Il n'a jamais montré un seul moment un frein à son ambition.
Donc, et l'idée de vouloir faire monter sur le trône un sexagénaire qui pouvait mourir d'un instant à l'autre d'un coup de froid. Je rappelle l'oncle cardinal de Bourbon, oncle de Henri de Navarre et sexagénaire ecclésiastique. Donc autant dire que si tu le fais monter sur le trône, autant dire que le suivant c'est qui. Donc, et tout en même temps, tu as toute cette idéologie, tout ce programme qui émerge de l'opinion urbaine, de monarchie limitée, de retour aux communes, de renforcement, de restauration du pouvoir des communes, des prérogatives de la noblesse, etc. Et que la monarchie élective, on n'a pas encore prononcé le mot monarchie élective, mais en fait, c'est un peu la conclusion logique. Et de la monarchie élective à la nouvelle monarchie héréditaire, c'est pas comme si les Capétiens n'avaient pas commencé comme ça. Techniquement, le royaume de France n'a jamais cessé d'être une monarchie élective. C'est juste qu'à la fin, c'était devenu une formalité et les nobles acceptaient le principe que ce soit une monarchie héréditaire. Oui. Alors, en fait, l'astuce qui a été faite par Hugues Capet dès le début, c'est qu'il faisait sacrer son fils de son vivant. Donc il y avait en fait deux rois. C'était c'est pas le seul. L'héritier était hérité. Et les C'est ça. Capétiens l'ont fait pendant un certain moment. Je crois que c'était Philippe Auguste le faisait encore. Non, justement, ça a été le dernier à être sacré du vivant de son père, je crois, Philippe Auguste, justement. Il ne l'a pas fait avec Louis le Lion. C'est ça. Et pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'à l'époque, cette précaution il était renforcé. Cette précaution ne paraissait plus utile. Donc la réponse, oui, effectivement, il n'est pas sérieux de ne pas imaginer qu'il ne devait pas y penser quand même très très fortement. Parce que c'est la conclusion logique, si vous voulez. Normalement, les grands nobles se neutralisent mutuellement. C'est pour ça ce qui les permet de. Parfois, ils se rassemblent dans une ligue du bien public, un truc comme ça, et après, il y a des affrontements ou des négociations avec le pouvoir royal. Mais là, en l'occurrence, comme ces rivaux sont soit rabaissés, soit ostracisés pour des raisons comme les Montmorency qui ont perdu de leur superbe, soit ostracisés comme les Bourbons protestants, parce qu'ils sont protestants justement, et que la situation de l'occupant du trône est en grande fragilité, la conclusion, elle est logique. Oui. Mais tu avais évoqué justement Catherine de Médicis à un moment. Est-ce qu'elle a eu un lien avec tout ça? Elle y a trempé? Non, probablement pas. Parce que, alors, faut savoir qu'elle va décéder 12 jours après l'assassinat. Elle allait sur ses 70 ans, donc pas en bonne santé, malade. Et surtout, il faut aussi faire litière de cette légende noire comme quoi de l'empoisonneuse, la sorcière, mais évidemment, c'est la faute, c'est elle, c'est de sa faute, etc. Ça, faut s'en départir. Certainement que, en fait, on va revenir un peu à la Saint-Barthélemy. Elle a approuvé probablement, même voulu, la décapitation du parti protestant, mais pas le massacre. Et le fait est qu'une fois que elle a toujours cherché à faire de la déconciliation, à faire de la paix, le problème c'est que ça marchait pas parce que il n'y avait pas la force derrière de les faire appliquer. Et donc le conflit reprenait. À partir de la Saint-Barthélemy, où en fait les Guises, surtout Henri de Guise a un boulevard devant lui, c'est plus possible de faire de l'équilibrage. Son dernier fils à monter sur le trône s'avère dans une position trop fragile pour maîtriser les Guises. Elle, en revanche, elle va jouer un rôle d'intermédiaire. C'est grâce à elle qu'il y a au pire des hostilités, même en plein des contacts entre. C'est la seule personne qui puisse à la fois se montrer devant le peuple de la famille royale sans prendre des tomates, quoi. Il n'y avait pas de tomates à l'époque, mais vous voyez l'idée. Elle est encore respectée par le peuple parisien. Elle est encore, quand se présente, elle est reçue. Elle est même reçue par Henri de Navarre, qui a de bonnes raisons quand même de ne pas l'apprécier. Ça reste la reine mère.
ça reste la reine mère. Là, en fait, d'après si j'en crois les historiens, là, celui qui se comporte le plus mal avec elle, bah, c'est le Guise. En même temps, elle a essayé de mener une politique de conciliation à beaucoup de reprises. C'est pas Oui, étonnant qu'il ne l'apprécie guère. oui, voilà, c'est que c'est très clairement. Donc, elle, non, elle n'a joué aucun rôle. Déjà, premièrement, elle n'a pas joué le rôle de bout de feu qu'on lui prête. D'ailleurs, il y en a son plus grand défenseur. D'ailleurs, c'était Henri IV lui-même, hein. Il a toujours considéré que vu les circonstances, elle a fait ce qu'elle a pu. Effectivement. Euh, voilà. Donc, non, non, faut arrêter avec les légendes noires. Donc, Catherine, Marie sera un peu plus tard. Catherine, pas dedans. Mais du coup, avec tout ça, on a la vision d'ensemble. Qu'est-ce que ça va donner concrètement comme conséquence cet assassinat? Qu'est-ce que le roi va en tirer ou va s'attirer? Eh bien, alors qu'en apparence, il avait maté le coup, la situation est fait que dès qu'ils sont rentrés dans leurs États, les députés, les députés des États généraux, dès qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont immédiatement répandu la nouvelle. La version royale n'est absolument complètement rejetée par Paris, qui est d'ailleurs, j'ai pas assez parlé de ça, limite une république autonome. Ah oui. Ah oui, non, on appelle ça on appelait ça le conseil, la période du Conseil des 16, de 84 jusqu'à l'entrée d'Henri Henri IV. IV à Paris, donc bien après la période le moment qu'on va traiter. C'est une dictature religieuse digne avec des pillages en règle, des surveillances. Les gens qui ne partagent pas, tous les Parisiens ne sont pas des ligueurs enragés, mais ceux qui ne partagent pas cette opinion, qui ont une opinion Modéré. déviante, modérée, la garde soigneusement pour eux. Là, c'est vraiment, il y a des, C'est une république théocratique dans la cité. voilà, on la rappelle le Conseil des 16 parce que 16 quartiers. Donc vraiment, honnêtement, Ah, c'est une véritable, non non, c'est une véritable limite, oui, c'est une république religieuse ultra-catholique, un peu une sorte de pendant de la république calviniste qui est de Genève. D'ailleurs, oui. les politiques, les témoins disaient que c'était vraiment pas mieux niveau liberté d'expression, c'était Bon, niveau des deux côtés, on ambiance. est sur des fanatiques, Voilà. Donc forcément. donc évidemment, c'est reçu. Donc là, il y a des désacralisations des tombeaux de proches d'Henri III, destruction de ses statues, etc. Là, vraiment, Ah, il c'est nombreux, était, c'est il a dangereux. été, il a été méprisé, il a été rejeté. Là, il est franchement, là, c'est de la haine pure. Et tous les territoires tenus par la Ligue se soulèvent. Donc là, c'est officiellement en guerre. Parce que, certes, deux frères Bourbon sont morts, mais il y a le troisième frère, le duc de Mayenne, personnage pas du tout charismatique, mais assez retors, mais qui va être le patron, le chef de la Ligue. Et là, la France est vraiment officiellement et définitivement coupée en trois. Enfin, définitivement jusqu'à la fin de cette séquence qu'on appelle la guerre de religion. Donc là, Non, mais Henri III ne va pas essayer à un moment donné justement de récupérer la Ligue pour lui-même en se non, déclarant non, chef de la Ligue. non, non, que dalle. Il va pas. Non, il s'est déclaré chef de la Ligue quand il était obligé de plier. Là, non. Là, Ah, il est déterminé à écraser les factieux. Il rentrera à Paris par une brèche dans la. Il a dit que je rentrais à Paris par la brèche, c'est-à-dire dans un trou en faisant des trous une brèche dans les murailles. Et il va se tourner vers son le, héritier, le seul soutien potentiel. son héritier, donc ils vont se réconcilier assez rapidement. Il a quand même demandé, donc, tout en le pressant, de se reconvertir au catholicisme, parce que sans ça, la crise durera éperdument. Ah Et oui. ils vont Ils vont faire ensemble, campagne ensemble. campagne ensemble, et à eux deux, enfin les troupes royales. Il faut savoir aussi que là, il faut aussi relativiser. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ces gens fonctionnent, parce que d'un côté, la haine religieuse fait qu'ils vont s'entretuer de façon les plus atroce, mais ils n'ont pas besoin de ça pour s'entretuer de façon atroce. Et une fois que les chefs se mettent d'accord, c'est fou comme ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Donc en fait, les convictions, faut relativiser en fait l'impact des convictions religieuses.
La religion est souvent un prétexte. Enfin, C'est pour pas des que buts c'est de un prétexte, pouvoir. c'est ce que j'avais essayé d'aborder dans le précédent numéro. C'est elle n'est pas séparée, c'est pas la religion d'un côté, la politique de l'autre, le social, Oui, oui. l'économie de l'autre. Non, tout est Le religieux mélangé. est partout. Les Tout est gens ne religion. font, il y a pas de, les gens ne catégorisent de l'époque, ne catégorisent pas le réel comme nous on le fait. C'est un truc d'abstraction un exercice d'abstraction dont ils ne sont pas capables. Et ils le font donc du coup les royalistes, donc les royaux et les protestants marchent contre Paris et font le siège en s'emparant assez rapidement du très stratégique pont de Saint-Cloud, qui est toujours un endroit très important si on veut aller à Paris. Ceux qui ont habité dans l'Ouest parisien en savent quelque chose. Hein, c'est toujours aussi stratégique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très chiant de passer par là. Des embouteillages de 9h de 8h à 11h du matin. Bref, je divague. Et donc, Henri s'installe au château de Meudon, qui n'existe plus, et Henri III au château de Saint-Cloud et s'apprête à assiéger Paris. Donc, on est en 89. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un jeune moine des ordres errants, un jacobin, ou un capucin, je ne sais plus. C'est ironique que ce soit un jacobin quand même. C'était bien avant. Oui, mais Se présente devant l'entourage du roi, arrive par un certain, faut croire que la sécurité c'était un métier à l'époque, arriver armé d'un couteau avec soi-disant un porteur d'un message contrefait d'un personnage important. Henri III qui le reçoit sur sa chaise percée. C'est-à-dire littéralement sur ses toilettes. Voilà, c'est pas vraiment le meilleur moment pour se défendre et se fait prend un coup de couteau dans les tripes et va en mourir, mais pas tout de suite. Il va avoir le temps, la blessure est mortelle, mais pas immédiatement létale. Il va survivre assez longtemps pour revoir Son testament. non, c'est surtout pour avoir la visite d'Henri IV et de lui presser, une fois de plus, de se convertir pour mettre fin à la guerre et rentrer dans Paris. Voilà. Il va Mais il s'accrocher décède combien de temps avant de passer l'arme gauche? quelques jours. Ah, quand même. Ouais. Non, quelques heures. Voilà, c'est pas. En fait, la blessure a saigné, mais apparemment, je sais pas. Il a tenu quand même. C'est-à-dire que la blessure est trop profonde pour cicatriser, en fait. Donc, ça n'a pas percé un organe, mais elle cicatrisera pas, donc forcément il ne peut que s'infecter. Et ouais, sans les vertus de l'époque. Et ça peut pas se recoudre, on va dire. Donc Il y c'est a assez probablement long. des dommages internes. Voilà, donc en fait, et ainsi se termine la dynastie des Valois. Il n'aura que survécu que quelques mois à la mort de son rival. Et c'est, comment dire, sacré, sacrés événements et sacrée fin. Hein. On peut dire que leur destin était réellement lié, les deux. Alors bon, si l'un est mort, j'aurais presque envie de dire suriné par par plein de conspirateurs. L'autre est mort. Il est pas mort sur sa chaise percée, mais bon, il a quand même été poignardé piteusement dessus. Qu'est-ce qu'il est arrivé d'ailleurs au moine? Il a été Immédiatement massacré par les gardes du corps. ah oui, logique. Donc, il a été immédiatement, il était armé, donc ils l'ont immédiatement taillé en pièces et balancé le cadavre par la fenêtre. C'est assez. Pas d'interrogatoire. Allez hop, Non, non, on non, ça. ils sont très émotifs à l'époque quand même, ces Oh non, gens-là. ça se comprend. On C'est essaie bien, de tuer le roi. voilà, donc non, il meurt tout de suite après. Donc il n'y a pas eu date. Je crois que son cadavre a été supplicié comme devait l'être un régicide, mais voilà.
c'est post-mortem. Il n'a pas été interrogé, rien du tout. Est-ce qu'à l'époque, c'est pas encore le terme de parricide, parce qu'on aura un parricide avec Louis XV, donc techniquement, c'est encore un parricide, non? Il y a aussi celui d'Henri IV, C'est vrai. entre-temps. C'est vrai, le plus important. Alors là, j'avoue, je n'ai pas potassé Ça devait encore l'être, il me semble. le lexique judiciaire de l'Ancien Régime. Bon, on comprend ce qui s'est passé, et c'est le plus important. Est-ce que du coup, il y aurait des références biographiques ou des articles de journaux qui parlent bien du sujet pour les gens qui seraient intéressés? Le sujet est quand même moins fouillé. J'ai trouvé beaucoup moins de choses que par exemple sur la Saint-Barthélemy, qui reste un événement massif, qui a eu une grande résonance, et surtout une part de mystère, comment ça s'est déclenché, qui a fait quoi, etc. Là, tout est assez clair. C'est un assassinat qui va probablement ne rien résoudre dans le schème de l'histoire, puisque ça n'a pas résolu les problèmes d'Henri III, loin s'en faut, et qui va être enchaîné par l'assassinat lui-même d'Henri III. En fait, non, il y a assez peu de sources. Est-ce qu'il n'en aurait pas eu d'autres, des problèmes, mais différents s'il ne l'avait pas fait? Je pense que de toute façon, à terme, ça aurait fini, il aurait été écrasé entre Henri III, Henri de Navarre et Entre Henri les de deux, Guise. Mais le problème, c'est que ça aurait les conséquences auraient quand même pu, sur le long terme, auraient pu être très graves pour le Royaume de France, parce qu'une nouvelle monarchie, c'est quand même compliqué. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que, du coup, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de sources, est-ce qu'il y aurait des noms d'auteurs? Moi, je me suis amusé à lire un livre, à limite un peu romancé, mais d'un historien tout à fait sérieux. Je vous retrouve le titre. Tout simplement, Assassinat de Guise par Emmanuel Bourassin aux éditions Perrin. Un livre qu'on peut retrouver en dématérialisé assez facilement. Hein. Enfin, je ne crois pas qu'il soit encore édité en physique, mais ça peut se trouver assez facilement. Je m'étais amusé aussi avec un article qui prenait un angle différent. C'est un petit article qu'on peut lire gratuitement sur Internet. Où sont mes favoris? Tac, On a tendance en général à sous-estimer les articles de journaux pour servir de source, mais c'est souvent bien utile pour avoir des informations complémentaires, surtout sur des petits sujets. Ah, on ne vous entend plus. Le micro. Un problème de micro. Non, ce n'est pas bon. Ah, voilà. C'est bon. C'est mieux là? Non, c'est parce que c'est VOD qui m'a fait un truc comme quoi est-ce que je voulais rester ou quitter, du coup ça a dû couper le son. Yves-Marie Bercé a écrit un article qui s'appelle Les coups de majesté des rois de France 1588, 1617 et 1661. En fait, il fait en parallèle l'assassinat du duc de Guise par Henri III, l'assassinat de Concini, le favori de la reine-mère, par Louis XIII. Le mari de la favorite de la reine. Ouais. Et l'arrestation de Fouquet par Louis XIV, sous ordre de Louis XIV, en 1661. Et en fait, c'est une sorte d'analyse globale sur le. Alors, c'est une publication qu'on trouve assez facilement en ligne. Moi, je l'ai trouvée sur Percé, le portail Percé.
C'est assez intéressant parce que ça montre en fait que il fait le parallèle entre les trois coups de majesté et que comme quoi c'est une sorte en montrant les similarités dans les motivations, des trois souverains, dans le mode d'exécution, de conspiration. On passe par des fidèles, on passe par une clientèle personnelle pour éliminer un personnage jugé trop dangereux pour être laissé tel quel. Mais on ne passe pas par les institutions. Les trois monarques ne sont pas passés par leurs propres institutions parce qu'ils ont une certaine défiance. Donc ils vont passer par leur clientèle personnelle. Parce que justement, vous voulez régler le problème à la source. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils partent du principe, ils font tous les trois le constat que le personnage, l'ennemi en question, par sa clientèle personnelle et ses appuis, ne peut pas être vaincu à la régulière. Donc, il va falloir monter une opération parallèle avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des barbouzes. Chacun a eu le sien, c'est-à-dire Henri III a eu ses 45 et son capitaine des gardes. Louis XIII avait ses favoris et le capitaine de ses gardes. Et le jeune Louis XIV, il a eu un certain d'Artagnan qui était très 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 différent du personnage d'Alexandre Dumas. Alors vraiment. En fait, si vous voulez, dans les personnages d'Alexandre Dumas, celui qui ressemble le plus au vrai d'Artagnan, c'est l'âme damnée de Richelieu qui dans les romans, qui est le comte de Rochefort. Donc le mec a tout faire. Et très clairement, là pour le coup, parce qu'on estime que si on prend par la régulière, par leurs appuis, ils vont s'en sortir, ils pourraient même se rebeller et être très dangereux. Alors le danger est très élevé pour Henri III face à Henri de Guise, assez faible face à Concini, parce que c'est un personnage qui est devenu qui a accumulé un nombre de faveurs incroyables, mais qui est quand même un petit noble italien, qui lui est complètement haï, et sa femme avec, par le peuple de Paris, etc. Quant à Fouché, lui, effectivement, il a un certain poids, mais c'est pas un warrior, c'est pas un puissant personnage, c'est un homme, c'est un financier, donc quand il va être arrêté, il va se laisser faire. Par contre, quand ils voudront le juger, ça va poser un problème parce que là, il sera sur son terrain et il va tenter si bien se défendre que le roi Soleil va l'envoyer en forteresse de toute façon à l'arbitraire. Le fait est que, pour en revenir, c'est que le côté rapproché de ces et le fait est qu'entre les deux, Henri III et et Louis XIII, il y a quand même Henri IV qui finit assassiné, c'est que le pouvoir royal est dans une phase très délicate. C'est-à-dire que les nobles se sentent menacés par l'extension du pouvoir royal, par la croissance de l'État monarchique, par l'extension de son autorité, de ses prérogatives, et ils n'en deviennent que plus dangereux. Le fait est aussi que on abandonne le style assez premier d'entre les nobles et assez bonne franquette autour du roi pour un style qui va être plus formel, la fameuse étiquette qui apparaît sous Henri III. Et donc, l'ambiance change, les affaires de l'État se complexifient, et dans cette complexité, dans cet État en construction, ça a des opportunités secrètes pour que des personnages représentent tout de même une menace. Et à part là, il faut retourner à des méthodes expéditives et violentes, et même occultes, puisque c'est des opérations vraiment pensées et menées comme telles en conspiration. Louis XIV, dans son mémoire à l'intention de son dauphin, je ne sais, non seulement admet le côté conspiration, mais estime que c'était et il s'en vante parce que ça démontre une capacité du roi à agir en dehors des clous s'il en éprouve le besoin.
au cœur de la puissance royale, il y a la possibilité de te faire tuer si tu poses un vrai problème. Et cela, qui que tu sois. Effectivement. Ça va peut-être être c'est que l'État est monarchique, l'État devient de plus en plus puissant, mais ça reste quand même une affaire de sang, de tripes et de rapports et de liens personnels. C'est-à-dire que sans clientèle privée, un roi ne fait pas long feu, ou alors il devient le jouet de l'appareil. Et c'est peut-être le problème. Et là, je vais en conclure parce que là, je déborde à Mac 3, c'est le problème des successeurs de Louis XIV quand celui-ci meurt en laissant une machine étatique parfaitement réglée, même si elle nous paraît quand même très bordélique par rapport à ce qu'on a nous, mais qui est quand même sans précédente. Ses successeurs, les deux derniers vrais rois de France, vont se retrouver pris dans un système où ce genre de comportement, on va dire, arbitraire devient de plus en plus difficile et de plus en plus contesté. Il y a aussi une question de caractère, mais des caractères personnels. Mais tu vois qu'en fait, la nature du pouvoir monarchique n'est pas compatible d'un pouvoir monarchique tel qu'il est, d'un vrai pouvoir monarchique. Et et du fonctionnement de l'État moderne ne sont pas compatibles. Donc en fait, en construisant l'État moderne, dans cette phase de la construction de l'État moderne où le recours à la violence et au complot s'avère nécessaire pour la préservation de l'autorité royale, va aboutir à la création de l'État moderne qui lui-même va rendre caduque la monarchie. Vu que le tout va s'administrativer. Non, mais c'est-à-dire que tu ne peux plus, quand Louis XV va se retrouver face aux parlementaires, au Parlement de Paris, qui va entraver son action et lui mettre des bâtons dans les roues, à la fin de son règne, alors qu'il est en train de mourir, plus ou moins en train de mourir, il va les exiler, mais il va pas les faire tuer. Une grosse différence. Il va pas les faire. Il les fait même pas arrêter. Il leur dit: vous sortez de Paris, je veux plus vous voir. Mais la réaction est quand même beaucoup plus faible. Parce que les mœurs ont changé. Peut-être aussi que la menace n'est pas la même. Si, la menace, si, parce que ça va mener quand même à la révolution, ce climat. Oui, mais au moment, au moment de Louis XIV, c'est pas la menace. C'est-à-dire que au moment de Louis XV, tu veux dire. Mais non. Louis XIV ne sera pas contesté pendant la de son règne. Il n'y a pas eu de complot, tout était parfaitement tenu. Le problème, c'est que, on va dire que la contestation était quand même, il faut que j'ouvre les yeux, que la contestation était quand même très forte, était silencieuse, mais bien réelle. C'est pas pour rien que dès sa mort, ils n'ont pas fait sauter des bouchons de champagne, mais à plus ou moins, si, ça a été la régence. Ça a été très... Retour des nobles. Voilà, la contestation était sourde, mais elle était bien réelle. Les 30 années, il faut dire que les 30 dernières années du règne de Louis XIV étaient quand même assez raides, pour tout le monde d'ailleurs. Mais ce moment des complots, des coups de majesté, est un moment de la construction de l'État moderne. Bien, je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci pour cette émission et pour cette soirée. Et merci à toi. Et merci à ceux qui nous regardent. Effectivement. Vous remercions et en avant pour l'outro. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société crise en dissolution,